Rends le bijou que tu as volé maintenant. Les mots résonnèrent dans la pièce comme un coup de tonnerre. Marc sentit son sang se glacer dans ses veines. Comment avait-il découvert? Comment pouvait-il savoir? Il n'avait pourtant laissé aucune trace, aucun indice. Mais là, devant lui, les regards accusateurs de ses collègues le transperçaient comme des lames acérées. Tout avait commencé 3 semaines auparavant, un mardi ordinaire dans les bureaux luxueux de la maison de joaillerie Beaumont et Fils, l'une des plus prestigieuses de Paris. Marc travaillait là depuis 5 ans comme comptable. Un homme discret, méticuleux, qui avait toujours fait profil bas. Ses collègues le considéraient comme quelqu'un de fiable, peut-être même un peu ennuyé. Personne ne se doutait qu'à l'intérieur, une tempête faisait rage. Les dettes s'accumulaient. Sa mère était malade, gravement malade, et les traitements expérimentaux coûtaient une fortune que l'assurance refusait de couvrir. Marc avait déjà vidé ses économies, hypothéqué son appartement, emprunté à tous ceux qui voulaient bien lui prêter. Mais ce n'était jamais assez. Les médecins parlaient de semaines, peut-être de jours. Il lui fallait 100 000 € de plus pour le nouveau protocole qui pourrait la sauver. 100 000 € qu'il n'avait pas. Ce matin-là, M. Beaumont lui-même était passé au bureau comptable. Le vieux patriarche, 82 ans, le visage marqué par une vie de réussite et d'élégance, tenait dans ses mains gantées un écrin de velours bordeaux. « Marc, mon garçon, j'ai besoin que tu enregistres cette pièce dans notre inventaire. » Il avait ouvert l'écrin avec une délicatesse presque révérencieuse. À l'intérieur, sur un coussin de soie crème, reposait le collier le plus extraordinaire que Marc ait jamais vu. Des émeraudes colombiennes d'un vert profond, presque hypnotique, entourées de diamants qui captaient la lumière comme 1000 étoiles miniatures. Le collier de l'impératrice. Fabriqué pour Joséphine Bonaparte en 1804. Valeur estimée, 5 millions d'euros. Un client l'a confié pour restauration. Marc avait hoché la tête machinalement, les yeux rivés sur le bijou. 5 millions. Une somme qui résolvait tous les problèmes du monde. Une somme qui sauverait sa mère. Mais une somme aussi inaccessible que la lune. Je dois m'absenter pour le reste de la semaine, avait continué M. Beaumont. Ma petite fille se marie en Provence. Le collier sera placé dans le coffre-fort de l'atelier au 3e étage. Tu connais le protocole, double signature pour toute sortie d'inventaire. Je compte sur toi. Cette nuit-là, Marc n'avait pas dormi. Les paroles des médecins tournaient en boucle dans sa tête. 2 semaines, peut-être 3. Sans le traitement, elle n'a aucune chance. Il voyait le visage de sa mère, ses mains tremblantes qui essayaient de cacher sa peur, son sourire courageux qui masquait mal la douleur. Elle avait tout sacrifié pour l'élever seule après le départ de son père. Elle avait travaillé 2 emplois pour qu'il puisse faire des études. Et maintenant, elle allait mourir parce qu'il n'avait pas assez d'argent. L'idée s'était insinuée dans son esprit comme un poison. Pas voler le collier entier, non. Juste une émeraude. Une seule. Le collier en comptait 17. Qui remarquerait qu'il en manquait une. Il pourrait la remplacer par une pierre synthétique de qualité. Avec M. Beaumont absent et le collier dans l'atelier pour restauration, personne ne vérifierait avant des semaines. Le temps pour lui de vendre la pierre, de payer le traitement, de sauver sa mère. Puis, une fois qu'elle irait mieux, il trouverait un moyen de rembourser, de tout arranger. C'est ainsi que commence toujours la descente. Une petite justification. Une petite entorse à la morale. Juste cette fois. Juste pour une bonne raison. Le jeudi soir, Marc était resté tard au bureau. À 23 heures, le bâtiment était désert. Les systèmes de sécurité, il les connaissait par cœur. Il avait les codes d'accès. En tant que comptable principal, il avait même les clés de secours de l'atelier. Tout était si facile, presque trop facile. Comme si le destin lui-même orchestrait ce vol. Ses mains tremblaient quand il avait ouvert le coffre-fort. Le collier brillait dans l'obscurité comme un objet maudit. Il avait sorti ses outils, ses petites pinces de joaillier qu'il avait achetées dans une boutique spécialisée. L'émeraude du milieu, la plus grosse. Quelques minutes de travail minutieux et la pierre était libre, chaude dans sa paume. Il l'avait glissée dans un petit sachet de velours qu'il avait ensuite caché dans la doublure de sa veste. Le remplacement par la pierre synthétique avait pris plus de temps qu'il ne l'avait imaginé. Ses doigts, engourdis par la nervosité, refusaient de coopérer. Mais finalement, c'était fait. À l'œil nu, impossible de voir la différence. Le collier avait retrouvé sa place dans le coffre. Marc était reparti dans la nuit parisienne avec le sentiment étrange d'avoir franchi une frontière invisible dont il ne pourrait jamais revenir.
Le lendemain matin, il avait pris rendez-vous avec un receleur dont il avait trouvé les coordonnées sur un forum obscur du Darknet. Un homme au visage anguleux qui se faisait appeler Dimitri et opérait depuis l'arrière-boutique d'un salon de tatouage dans le 18e arrondissement. L'échange avait été rapide, clinique. Dimitri avait examiné la pierre avec une loupe de bijoutier, avait grogné son approbation et avait compté 95 000 € en billets usagés. Presque le compte. Presque assez pour sauver sa mère. « Tu n'as jamais été ici », avait dit Dimitri en lui tendant un sac de sport contenant l'argent. « Et si jamais les flics te chopent, tu ne m'as jamais vu. » Compris. Marc avait acquiescé et était sorti, le cœur battant si fort qu'il avait peur qu'on l'entende dans toute la rue. Mais il l'avait fait. Il avait l'argent. Sa mère allait vivre. Les 2 semaines suivantes furent les plus étranges de sa vie. Le traitement avait commencé. Les médecins étaient prudemment optimistes. Sa mère retrouvait des couleurs, de l'énergie. Elle lui serrait la main et lui disait « Je ne sais pas comment tu as fait, mon fils, mais merci. Merci de m'avoir sauvé. » Et chaque fois, Marc sentait une douleur sourde dans sa poitrine, comme si son cœur se comprimait lentement. Au travail, il essayait de maintenir une façade normale. Mais le moindre bruit de pas dans le couloir le faisait sursauter. Chaque fois que le téléphone sonnait, il s'attendait à entendre la police. La nuit, il ne dormait plus. Il revoyait le collier, l'émeraude dans sa main, le regard de Dimitri. Avait-il laissé des traces? Des empreintes? Les caméras avaient-elles capté quelque chose malgré les précautions? Et puis, ce lundi matin, l'impensable s'était produit. Monsieur Beaumont était revenu plus tôt que prévu. Un problème avec le mariage, apparemment. Et avec lui, il avait amené maître Gérard Valois, l'expert en pierres précieuses le plus réputé de France. Le client qui avait confié le collier de l'impératrice voulait une authentification complète avant la restauration. Marc avait senti son monde s'effondrer quand il avait vu les 2 hommes monter au 3e étage. Il avait essayé de se concentrer sur ses écrans d'ordinateur, mais les chiffres dansaient devant ses yeux. 45 minutes s'étaient écoulées. Une éternité. Puis les pas précipités dans l'escalier. Des voix graves, inquiètes. L'alarme silencieuse qu'on déclenchait pour verrouiller tous les accès du bâtiment. Tous les employés avaient été convoqués dans la salle de réunion principale. 23 personnes, visages pâles, regards inquiets. Monsieur Beaumont se tenait debout à côté de maître Valois qui serrait dans ses mains gantées le collier maudit. « Mes chers collaborateurs », avait commencé le vieux joaillier, sa voix habituellement chaleureuse, maintenant glaciale. Il s'est produit quelque chose de gravissime. Le collier de l'impératrice a été vandalisé. L'une de ses émeraudes a été remplacée par une contrefaçon. Un murmure de choc avait parcouru l'assemblée. Marc avait senti la sueur couler dans son dos. « Je vais être très clair », avait continué Beaumont. « Cette pierre n'a pas été remplacée par accident. Quelqu'un dans cette pièce a volé une émeraude valant environ 300 000 €. Je donne à cette personne une chance. Une seule. Rends le bijou que tu as volé maintenant, et nous essaierons de trouver un arrangement. Attends que la police arrive, et je porterai plainte pour le montant total incluant la dépréciation du collier historique. Cela représentera plus de 2 millions d'euros de dommages. » Le silence qui avait suivi était assourdissant. Marc sentait tous les regards sur lui, même s'il savait que c'était probablement son imagination. Ou peut-être pas. Peut-être que sa culpabilité se lisait sur son visage comme un néon clignotant. « Très bien, » avait soupiré Beaumont après une longue minute. « J'appelle la police. » C'est à ce moment que quelque chose s'était brisé en Marc. La pensée de sa mère, enfin en voie de guérison. La pensée de la prison. La pensée de tous ces regards qui le jugeraient. L'émeraude était partie, vendue, transformée en billet qui avait déjà servi à payer les médecins. Il ne pouvait pas la rendre. Il ne pouvait rien rendre. Attendez, avait-il entendu sa propre voix dire, étrangement calme. Tous les visages s'étaient tournés vers lui. Je peux expliquer. Mais qu'est-ce qu'il pouvait expliquer, vraiment? Qu'il avait volé parce que sa mère était mourante? Que le système de santé l'avait abandonné? Que la société plaçait plus de valeur sur une pierre brillante que sur une vie humaine? Toutes ces justifications qui lui avaient semblé si solides quelques semaines auparavant, sonnaient maintenant comme des excuses pathétiques. Marc, Monsieur Beaumont l'avait regardé avec un mélange de déception et de tristesse. C'était toi? Les mots restaient coincés dans sa gorge. Il avait voulu dire non, mentir encore, trouver une échappatoire.
Mais son corps avait trahi avant son esprit. Les larmes avaient commencé à couler, ses épaules s'étaient affaissées, et il avait hoché la tête. « Ma mère » avait-il murmuré. « Elle allait mourir. Je n'avais pas le choix. »« Il y a toujours un choix » avait répondu Beaumont d'une voix triste. « Toujours. » La police était arrivée 20 minutes plus tard. Menottes. Lecture des droits. Les visages de ses collègues, certains choqués, d'autres dégoûtés, quelques-uns compatissants. On l'avait emmené pendant que Maître Valois expliquait que l'expertise complète révélerait probablement d'autres dommages, que le collier avait perdu une partie inestimable de son authenticité historique. Au commissariat, Marc avait tout avoué. Le receleur, l'argent, le traitement médical. L'inspecteur qui l'interrogeait, une femme d'une quarantaine d'années aux yeux fatigués, avait secoué la tête. « Vous comprenez que vous avez commis un crime grave? Non seulement le vol, mais aussi le recel, la falsification d'un objet de valeur historique. Même avec les circonstances atténuantes, vous risquez entre 5 et 10 ans de prison. » 10 ans. Marc avait 34 ans. Quand il sortirait, il serait un homme d'âge moyen avec un casier judiciaire. Ses chances de retrouver un emploi dans la finance ou la comptabilité seraient nulles. Sa réputation, détruite. Et sa mère, celle pour qui il avait tout risqué, devrait vivre avec la honte d'avoir un fils criminel. Il y a autre chose, avait ajouté l'inspecteur en consultant son dossier. Le receleur que vous avez mentionné, ce Dimitri. Nous le connaissons bien. Il fait partie d'un réseau de crimes organisés. En lui vendant cette pierre, vous avez potentiellement financé des activités criminelles bien plus graves. Trafic de drogue, peut-être même trafic humain. Ces mots avaient été comme un coup de poing dans l'estomac. Marc n'avait pas pensé à cela. Dans sa panique pour sauver sa mère, il n'avait pas considéré où allait son argent, qui l'enrichissait, quelle souffrance il finançait indirectement. Une émeraude volée ne restait pas isolée. Elle s'intégrait dans un réseau de violence et d'exploitation qu'il ne pouvait même pas imaginer. Les semaines de procédure avaient suivi. Son avocat avait plaidé les circonstances atténuantes, le désespoir, l'absence d'antécédents. Mais les preuves étaient accablantes. Marc avait coopéré entièrement, ce qui avait joué en sa faveur. Le receleur avait été arrêté, ce qui avait également aidé. Finalement, le juge avait prononcé une peine de 4 ans de prison ferme, assortie d'une obligation de remboursement de 300 000 € à la maison Beaumont. 300 000 € qu'il n'avait pas. 300 000 € qu'il devrait rembourser le reste de sa vie. Sa mère était venue le voir en prison. Elle pleurait, mais pas de soulagement pour sa propre guérison. Elle pleurait de honte et de culpabilité. Si j'avais su, avait-elle sangloté derrière la vitre de séparation. Si j'avais su que tu ferais ça pour moi, je t'aurais supplié de me laisser partir. Mon fils, qu'est-ce que tu as fait? Et c'était là, dans cette pièce froide au mur gris, que Marc avait enfin compris l'ampleur de son erreur. Ce n'était pas seulement le vol. Ce n'était pas seulement la prison. C'était la chaîne de conséquences qu'il avait déclenchée. Sa mère, maintenant guérie physiquement, serait brisée émotionnellement pour le reste de ses jours. Monsieur Beaumont, un homme qui lui avait fait confiance pendant 5 ans, avait été trahi. Les autres employés de la maison Beaumont vivaient maintenant dans un climat de suspicion. Le collier historique avait perdu une partie de son authenticité. L'argent avait financé des criminels. Une pierre. Une décision. Des centaines de vies affectées. Aujourd'hui, 2 ans après le début de sa peine, Marc travaille à l'atelier de la prison, fabriquant des meubles en bois. Il a beaucoup de temps pour réfléchir. Trop de temps. Il pense souvent à ce moment où tout a basculé. Ce jeudi soir où il a tendu la main vers le collier. S'il pouvait revenir en arrière, que ferait-il différemment? Il aurait parlé. Il aurait expliqué sa situation à Monsieur Beaumont. Il aurait demandé de l'aide. Il aurait lancé une campagne de financement participatif. Il aurait contacté des associations caritatives. Il aurait accepté l'impensable, que même en faisant tout ce qu'il pouvait légalement, sa mère aurait pu mourir. Parce que c'est ça, la vraie leçon. Certaines situations n'ont pas de solution parfaite. Certains problèmes ne peuvent pas être résolus, même avec tout l'argent du monde. Mais franchir la ligne de la légalité, compromettre son intégrité, cela ne résout jamais vraiment le problème. Cela crée seulement de nouveaux problèmes, plus graves, qui affectent plus de personnes. Marc a également appris quelque chose de surprenant. Quand l'histoire est devenue publique, une vague de solidarité s'est manifestée. Des inconnus ont lancé une cagnotte en ligne pour aider sa mère avec les frais médicaux restants.
Plus de 50 000 € ont été collectés. Des associations l'ont contacté pour l'aider. Si seulement Mark avait demandé de l'aide dès le début, si seulement il avait fait confiance à la bonté humaine plutôt qu'à un acte criminel. Dans sa cellule, le soir, Mark écrit des lettres à sa mère pour lui dire qu'elle n'a pas apporté cette culpabilité. À Monsieur Beaumont pour lui présenter des excuses qu'aucun mot ne pourra jamais rendre sincères. Aux victimes indirectes du réseau criminel qu'il a financé, sans le savoir. À son futur lui-même, qui sortira dans 2 ans et devra reconstruire une vie sur les ruines de ses erreurs. Et dans chaque lettre, il écrit la même vérité. Il n'existe pas de bonne raison de faire le mal. L'amour ne justifie pas le crime. Le désespoir n'excuse pas le vol. Les fins nobles ne sanctifient pas les moyens ignobles. Si vous vous retrouvez un jour face à un choix impossible, face à une situation où la tentation de franchir la ligne vous semble être la seule option, souvenez-vous de cette histoire. Souvenez-vous de Mark, qui a cru sauver sa mère et a détruit sa propre vie. Souvenez-vous que chaque action a des conséquences qui s'étendent bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Demandez de l'aide. Parlez. Ayez confiance. Cherchez des solutions légales même quand elles semblent impossibles. Parce que le prix de l'intégrité compromise est toujours plus élevé que ce que nous pensons pouvoir payer. Mark a appris cette leçon de la manière la plus dure possible. Vous n'avez pas besoin de faire la même erreur. Si cette histoire vous a touché, réfléchissez aux choix difficiles dans votre propre vie. Partagez ce message avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Et rappelez-vous, il n'y a pas de raccourci vers le bonheur qui passe par le malheur des autres. L'intégrité n'est pas négociable. Même dans les moments les plus sombres, il existe toujours une voie légale, même si elle est difficile. Cherchez-la. Demandez de l'aide. Ne laissez pas le désespoir transformer une situation difficile en tragédie permanente.